Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une exploration assez poussée des sources sur l'addiction. C'est un sujet complexe qui touche beaucoup de monde. Notre but, essayer de dépasser un peu les idées toutes faites, comprendre ce qui se joue vraiment, qu'est-ce que c'est l'addiction, comment ça transforme le cerveau, et puis pourquoi certaines personnes y semblent plus vulnérables. Un point de départ essentiel, et ça nos sources le martèlent, c'est une maladie. Une vraie maladie du cerveau, pas juste un manque de volonté, hein. C'est important de le dire d'emblée. Alors, pour commencer, simplement, comment on pourrait la définir en quelques mots? L'essentiel, c'est une pratique, quelque chose qu'on fait de façon répétée et qui devient compulsive. Ça peut être une substance, bien sûr, le tabac, l'alcool, des choses légales, ou des drogues illégales, cannabis, cocaïne, etc. Mais, et c'est important, ça peut tout aussi bien être un comportement. Ah oui. Oui, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les achats, même le sexe parfois. Le point central vraiment, c'est cette perte de contrôle. On perd sa liberté en fait. Perte de liberté. Voilà, la personne continue, elle peut pas s'arrêter même si elle voit bien les problèmes que ça cause, même si au fond elle voudrait arrêter. C'est plus fort qu'elle quoi. Hmm. Et dans les témoignages, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le craving. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, le craving, oui. C'est une envie irrépressible. Ça submerge tout. C'est pas juste j'ai envie, c'est puissant. Un patient expert, Olivier Kramars, le décrit comme un tsunami intérieur. Un tsunami, carrément? Oui, une vague si forte qu'elle peut amener à penser plutôt mourir que de ne pas consommer. C'est dire l'intensité. C'est vraiment un symptôme majeur de la maladie. Et puis, il faut ajouter aussi la dépendance physique pour certaines substances, avec les symptômes de manque quand on arrête. Les tremblements, les sueurs, Exactement, tout ça, c'est très très désagréable. Et il y a aussi la tolérance. c'est-à-dire? Il faut augmenter les doses ou la fréquence pour obtenir le même effet qu'au début. Le corps s'habitue. C'est très marqué avec l'alcool ou l'héroïne, par exemple. Pour la cocaïne, la dépendance physique est peut-être moins spectaculaire, mais la dépendance psychologique, l'envie, le mal-être à l'arrêt, c'est dévastateur. Oui, c'est à la fois fascinant et un peu effrayant ce mécanisme. Ce qui est frappant aussi dans nos lectures, c'est que ça commence souvent comme une sorte de solution, non? Une béquille pour autre chose. C'est tout à fait ça, exactement. Au départ, bien sûr, il y a la recherche de plaisir, parfois. Mais très très souvent, c'est surtout une recherche de soulagement. Soulagement. Oui, soulager le stress, une angoisse, une douleur, qu'elle soit physique ou psychologique d'ailleurs. C'est une espèce d'automédication, si vous voulez. D'accord. Une façon de gérer quelque chose de difficile. Voilà. Le gros problème, c'est que cette solution de départ, elle prend toute la place. Elle devient le problème numéro un. Ça envahit toute la vie de la personne. Le professeur Laurent Carilla, il résume ça très bien avec les 5 C. C'est une image assez parlante. Les 5 C. Oui, perte de contrôle, craving, cette envie irrépressible dont on parlait, usage compulsif, continuation malgré les conséquences négatives. Même quand on sait que c'est mauvais pour la santé, le travail, la famille. Exactement. Et le 5e C, ce sont justement ces conséquences négatives elles-mêmes. Ça forme un tout. Ces 5 C, ça montre bien l'engrenage, effectivement. Vous parliez de substances, mais aussi de comportement. Le champ a l'air immense, en fait. Quels sont les types d'addictions les plus courants qu'on voit dans les sources? Alors oui, la palette est très large. On peut distinguer, disons, 2 grandes catégories. D'abord, les addictions aux substances psychoactives. Celles qui modifient l'état de conscience. Il y a les légales, tabac, alcool, très répandues, forcément vu l'accès facile, mais attention aussi certains médicaments. Ah oui, les médicaments. Oui, les anxiolytiques type benzodiazépine ou certains antidouleurs puissants, les opiacés, ça peut devenir un vrai problème. Et puis bien sûr les substances illégales, cannabis, cocaïne, héroïne, crack, la liste est longue. D'accord. Et l'autre catégorie? C'est ce qu'on appelle les addictions comportementales, sans substance donc. Et là aussi c'est varié, les jeux d'argent, les jeux vidéo. Très actuel, cela. Oui, la dépendance au sexe ou à la pornographie, qui est souvent amplifiée par l'accès hyper facile sur Internet, les achats compulsifs aussi. Attendez, vous mentionnez aussi le travail, le workaholism, et même les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose que pour une drogue dure? Ça peut paraître un peu contre-intuitif, non? C'est une excellente question. Et la réponse des chercheurs aujourd'hui, c'est plutôt oui. Fondamentalement, oui.
Même si les conséquences sociales peuvent sembler très différentes, les mécanismes dans le cerveau, les circuits qui sont détournés, sont étonnamment similaires. Ah, d'accord. Que ce soit pour l'héroïne, pour les jeux d'argent ou pour une utilisation compulsive des réseaux sociaux. C'est une découverte assez majeure, ça. On a même vu des cas extrêmes, plus rares, d'addiction à l'eau ou au sucre, dans des contextes très particuliers. Ça montre que le processus peut s'accrocher à beaucoup de choses. C'est fou. Alors justement, ces mécanismes communs dans le cerveau, comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui déraille là-haut? Ce qui est vraiment fascinant, c'est le rôle d'un messager chimique en particulier, la dopamine. Ah, la fameuse dopamine, l'hormone du plaisir. Alors oui et non, on la réduit souvent à ça, mais c'est plus complexe. La dopamine, c'est surtout lié à la motivation, à l'envie, à l'apprentissage de ce qui est important pour notre survie, ou ce que le cerveau croit être important. Et toutes ces substances, tous ces comportements addictifs, ils ont un point commun. Ils provoquent une libération massive, artificielle de dopamine, dans une zone clé du cerveau, Laquelle? le circuit de la récompense. Et plus précisément, une structure appelée le noyau accumbens. Ce pic de dopamine, c'est ça qui crée le plaisir ou le soulagement au début. Mais surtout, ça envoie un signal hyper puissant au cerveau. Ça, c'est super important. Refais-le. Ça grave l'association en quelque sorte. Ça marque le cerveau. Et pour visualiser un peu, il y a cette image de balance là dont parle la docteure Anna Lembke dans les sources. Ça peut nous aider à comprendre l'effet de ces pics répétés. Exactement. C'est une très bonne métaphore. Imaginez une balance dans votre cerveau qui mesure le plaisir et la douleur. Normalement, elle est à l'équilibre. Quand on vit un truc sympa, hop, la dopamine la fait pencher un peu côté plaisir. Ok, Mais le cerveau, il aime pas les déséquilibres. Il cherche toujours à revenir à la normale, c'est l'homéostasie. Donc pour compenser, il va faire pencher la balance un peu de l'autre côté, vers un léger état de manque ou de moins bien juste après. la petite déprime après la fête, quoi. C'est un peu ça, le calm down. Le problème avec l'addiction, c'est que les pics de dopamine sont tellement énormes et tellement répétés que le cerveau s'adapte de façon beaucoup plus radicale. Il se protège en quelque sorte. Il réduit sa propre production de dopamine de base et il devient moins sensible à la dopamine en général. Il s'anesthésie en gros? En quelque sorte, oui. Et le résultat, c'est terrible. La balance finit par rester penchée, mais du mauvais côté. Côté manque, côté douleur, même quand on ne consomme pas. L'état de base devient désagréable. Waouh. L'idée que la balance penche durablement du côté de douleur, ça change vraiment la perspective. Tout à fait. Et la conséquence directe, c'est que les petits plaisirs de la vie normale, Un bon repas, voir des amis. exactement, tout ça, ça ne procure plus autant de satisfaction. Ça paraît fade, gris. Le niveau de dopamine est trop bas pour que ça imprime. Et donc, à ce stade, la personne ne consomme plus ou ne joue plus ou n'achète plus pour chercher l'euphorie du début. Ça, c'est fini. Elle consomme surtout pour essayer d'échapper à cet état de manque permanent, pour essayer désespérément de ramener la balance à zéro, ne serait-ce qu'un tout petit peu et pour un court instant. D'accord. Ça explique sans doute mieux cette perte de contrôle dont on parlait au début, comment la partie raisonnable de notre cerveau, celle qui pèse le pour et le contre, se fait court-circuiter dans tout ça. C'est exactement ça. Les différentes zones du cerveau ne communiquent plus bien entre elles. Le circuit de la récompense et de la motivation, lui, il est devenu hyper réactif à tout ce qui rappelle le produit ou le comportement. Il crie « Vas-y, prends-le, fais-le !» L'alarme est coincée sur on. C'est une bonne image. Et pendant ce temps, le cortex préfrontal, notre chef d'orchestre, celui qui, normalement, planifie, raisonne, freine les impulsions, il est comme débordé. Il n'arrive plus à réguler cette envie surpuissante. La connexion est mauvaise. Voilà. C'est cette désynchronisation, ce dialogue rompu entre les circuits qui mène à la perte de contrôle, aux décisions impulsives, compulsives. L'envie devient presque un réflexe, déclenché automatiquement par un indice, une émotion, un lieu. Ok, le mécanisme cérébral est puissant, on voit bien. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi certaines personnes exposées aux mêmes choses développent une addiction et d'autres pas? On n'est pas tous égaux face à ça, visiblement. C'est la question clé. Et la réponse, elle est complexe. Il n'y a jamais une seule cause à l'addiction. Jamais. C'est toujours le résultat d'une rencontre, d'une interaction entre plusieurs types de facteurs. D'accord. On peut les classer en, disons, 3 grandes familles. D'abord, il y a les facteurs individuels, qui tiennent à la personne elle-même.
Comme la génétique, on en parle souvent. Oui, la génétique joue un rôle, c'est indéniable. On estime qu'elle pourrait expliquer entre 40 et 70% de la vulnérabilité. C'est beaucoup. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. La génétique, ça donne une prédisposition, pas une condamnation. D'autres facteurs individuels sont importants. Certains traits de personnalité, comme l'impulsivité, la recherche de sensations fortes, ou au contraire une forte anxiété, une tendance à la dépression. Des fragilités préexistantes en somme. Exactement. Et puis, il y a l'histoire personnelle. Et ça, c'est absolument crucial. Les traumatismes vécus, surtout dans l'enfance. Les abus, la négligence, la violence. Ça ressort beaucoup dans les sources, effectivement. Oui, c'est un facteur de risque majeur. L'addiction, dans ces cas-là, c'est souvent une façon, même inconsciente, d'essayer d'anesthésier la douleur, la souffrance liée à ces traumatismes. Certains troubles de la personnalité peuvent aussi augmenter le risque. Et enfin, un facteur individuel très important, l'âge. L'adolescence. Oui, l'adolescence est une période hyper critique. Le cerveau est encore en plein chantier, notamment le cortex préfrontal, celui du contrôle, et le circuit de la récompense. Ils sont plus malléables, plus sensibles. Commencer à consommer ou à avoir un comportement à risque très jeune, ça augmente significativement le risque de développer une dépendance plus tard. Le cerveau est plus vulnérable au mauvais apprentissage à ce moment-là. D'accord. Donc, facteurs individuels, génétique, psycho, histoire perso, âge. Très clair. Quels sont les autres types de facteurs? La deuxième grande famille, ce sont les facteurs liés au produit lui-même ou au comportement. Tout n'est pas égal. Non, clairement pas. Certaines substances ou certains comportements ont un potentiel addictif beaucoup plus élevé que d'autres. Un élément clé, c'est la rapidité de l'effet. Plus ça monte vite au cerveau, plus c'est addictogène. Ah oui. Oui. C'est pour ça que fumer du tabac ou du crack où la substance atteint le cerveau en quelques secondes, c'est beaucoup plus addictif que, disons, boire de l'alcool où l'effet est plus lent. Ça crée un lien plus fort et rapide dans le cerveau. Pour les comportements, c'est un peu différent, mais l'idée est là. La disponibilité constante, la récompense immédiate. Pensez aux jeux en ligne, aux réseaux sociaux. Le petit like, la notification. Exactement. C'est conçu pour ça, pour nous hameçonner, pour créer des boucles de récompense très rapides et faciles. C'est redoutable. La pornographie en ligne aussi, avec son accès illimité et sa nouveauté constante. D'accord. Donc le produit ou le comportement lui-même a son importance. Et la troisième famille de facteurs, C'est l'environnement. Le contexte social, culturel, économique. par exemple, Tout simplement, la disponibilité. Si l'alcool est vendu partout, tout le temps, si les drogues sont faciles à trouver dans le quartier, si les sites de jeux ou de porno sont à un clic, forcément, ça augmente le risque d'exposition et de développement d'une addiction. la facilité d'accès. Oui. Le marketing, la publicité jouent aussi un rôle. Pour l'alcool, les jeux d'argent, ça banalise, ça incite. L'entourage est crucial aussi. Grandir dans une famille où l'on consomme beaucoup, avoir des amis qui poussent à la consommation ou qui banalisent certains comportements, L'effet de groupe, voilà. Les normes sociales aussi. Si dans une culture, boire beaucoup d'alcool est vu comme normal, voire valorisé, c'est plus difficile de rester modéré ou de refuser. Et puis, bien sûr, il y a le stress. Le stress chronique, la précarité, les difficultés professionnelles, l'isolement social, tout ça, ça peut fragiliser et pousser à chercher un refuge, un soulagement rapide dans une substance ou un comportement. c'est logique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est quasiment toujours une combinaison de facteurs de ces trois familles qui mènent à l'addiction. C'est rare qu'un seul facteur suffise. C'est une rencontre, en fait, entre une personne avec ses vulnérabilités propres, un produit ou un comportement potentiellement addictif et un environnement plus ou moins favorable. Personne n'est prédestiné, mais certains contextes, certaines histoires rendent le terrain plus fertile, disons. On note aussi quelques différences entre hommes et femmes dans les parcours ou les vulnérabilités, même si pour l'alcool ou le tabac, les écarts se réduisent, surtout chez les jeunes. Merci. Oui, c'est beaucoup plus clair présenté comme ça, cette interaction complexe. Si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, l'addiction, c'est donc bien une maladie complexe qui affecte profondément le cerveau des circuits. Récompense, motivation, contrôle. Tout ça est perturbé. Le craving, cette envie qui dévore, et la perte de contrôle, ce sont les signes les plus évidents. Et ça découle d'un mélange de facteurs, notre biologie, notre histoire, notre psychologie et l'environnement dans lequel on vit. Rien à voir donc avec une simple faiblesse morale ou un manque de volonté. Ça, c'est vraiment à oublier. Tout à fait. C'est essentiel de le comprendre comme ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une pensée à emporter. Dans quelle mesure notre société actuelle,
Avec cette culture de l'immédiateté, cet accès constant, facile à toutes sortes de récompenses potentielles, les notifications, l'achat en un clic, les flux d'infos infinis, est-ce que cette société ne crée pas finalement un environnement qui collectivement nous rend peut-être plus vulnérables aux mécanismes même de l'addiction? C'est une question essentielle à méditer, effectivement. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. La prochaine fois, on se penchera sur les conséquences, souvent lourdes, de l'addiction, mais aussi et surtout sur les chemins possibles vers leur rétablissement. Il y a de l'espoir. À très bientôt.